coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Cette émission s'inscrit dans le cadre de notre série thématique d'intersaison. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet au titre volontairement provocateur. D'aucuns diront putaclic. Est-ce que le Giro devient l'égal du Tour de France ? Voilà, alors sous ce titre volontairement provocateur se cache en fait toute une série de questions sur lesquelles nous allons revenir, notamment bien voilà, est-ce que au vu des participations annoncées par les différents grands noms du cyclisme là en début d'année, est-ce qu'on se rend compte finalement que bien la participation au Giro offre une liste qui n'a guère à pâlir face à celle qu'offre le Tour de France. Autour de cette réflexion, nous allons axer plusieurs questions là-dessus. Et pour nous accompagner dans cette émission, se trouvent réunis donc les différents commerçants de course. Aujourd'hui, Théo. Salut à tous. Charles. Salut. Et Greg. Salut tout le monde. Et bonsoir, cher commissaire. Voilà, donc oui, le Tour, est-ce que le Tour se fait rattraper par le Giro ? Oui, c'est une question un peu provocatrice qui part aussi d'une réflexion que nous avons eue notamment sur le forum et sur le site Vélo Club du Net, à laquelle tu as toi-même, une réflexion à laquelle tu as pas mal participé toi-même, Charles. Donc je voulais avoir ton avis peut-être là-dessus en nous faisant déjà peut-être une présentation des forces en présence. Ouais, tu l'as dit, Max, la question est un peu provocatrice, mais c'est plus pour montrer qu'il y a vraiment un changement, on va dire, cette année. On a été un petit peu surpris, à vrai dire. Durant ces dernières semaines, vous le savez tous, en décembre, on assiste aux grandes lignes des programmes des top coureurs, et on a vu qu'une bonne partie d'entre eux avaient finalement décidé de privilégier le Giro au Tour de France. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais juste vous donner quelques noms. Alors Simon Yates, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde et Mikel Landa pour la Movistar, sans oublier Ilnur Zakarin et Bauke Mollema. Voici quelques-unes des têtes d'affiche qui seront au départ du Tour d'Italie l'an prochain. Alors est-ce que c'est simplement une année un peu particulière ou un vrai mouvement de fond qui se lance ? Quel est votre avis, les gars, sur la question ? Est-ce que le Giro est en train de rattraper le Tour de France ? Alors, juste avant de lancer là-dessus, en face pour le Tour de France, pour l'instant, sont annoncés officiellement donc Pinot, Bardet donc les derniers vainqueurs chez Sky, Thomas et Froome, ainsi que Nairo, Quintana. Et Steven Kruijswijk aussi. Du côté de la Lotto Jumbo. Voilà, oui, Théo. Alors, pour répondre à la question de Charles, moi j'ai vraiment un avis tranché. Je pense que c'est conjoncturel et que c'est lié principalement lié au parcours, mais peut-être à d'autres choses. Pour détailler un peu, il y a pas mal de gros coureurs comme Tom Dumoulin, comme Primoz Roglic qui se plaignent du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de chrono de contre-la-montre sur le Tour de France cette année. Ou alors que les étapes de montagne soient trop courtes. On a aussi vu un manager d'équipe, je crois que c'est Von Spreckenbrink, si je le prononce bien, c'est un peu compliqué, le manager de Tom Dumoulin, qui s'est plaint, c'est ça, hein, qui s'est plaint de la politique d'ASO de manière générale. Donc on a l'impression qu'il y a un peu deux choses qui se mélangent, des politiques contre le parcours, enfin des critiques contre le parcours ou des critiques contre ASO. Oui, Greg ? Oui, c'est vrai qu'on a tous été surpris, comme l'a dit Charles, de voir tous ces noms là, quasiment un par jour, qui finalement décident le Giro, de plutôt faire le Giro, en sachant que certains vont doubler cette année. Dumoulin a annoncé qu'il doublait, notamment, mais que par rapport à cette année, il y aura une semaine de moins de récupération. Donc ça sera plus compliqué, même si cette année, Froome, Dumoulin ont doublé, et finalement ça n'a pas tellement pesé dans leurs jambes. Finalement,
c'est pour 2019, donc il y aura une semaine de moins, ce qui devrait jouer. Non seulement une semaine de moins, mais en plus des parcours comment dire, qui sont articulés de manière très différente par rapport à la dernière et qui ne facilitent pas non plus la possibilité de doubler. Hein, puisqu'on a une fin de Giro quand même très montagneuse, plus montagneuse que cette année. Et on a un début de tour qui peut être plus piégeux aussi que celui de l'année dernière. Donc voilà, fallait peut-être ce rappel-là. Ce sera intéressant justement de voir sur le Giro. Après, une autre question. Il me semble que l'année dernière, Froome a peut-être perçu une petite rétribution pour sa participation au Giro l'année dernière. Est-ce que peut-être l'organisateur du Giro est aussi généreux avec d'autres coureurs? Enfin, on ne sait pas encore. Ça, c'est des négociations dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que c'est un mouvement relativement spectaculaire. Mais je suis d'accord avec Théo. Finalement, c'est peut-être plus cette année-là, à mon avis, dès l'année prochaine, selon le parcours, selon le calendrier, on retrouvera peut-être la même chose que les années précédentes. C'est-à-dire le Tour, ça sera la course de l'année à gagner. Alors justement, par rapport à ça, on a fait lors d'une autre émission un sujet sur la fin de l'équipe Sky à partir de l'année 2019. Est-ce que ça va pas aussi rentrer en compte justement dans ces événements circonstanciels qui s'ajoutent en fait à la défection pour l'instant, on va dire, du Tour de France, et qu'on pourrait du coup avoir un mouvement de balancier totalement inverse à partir de 2020 et voir beaucoup de grands noms revenir sur le Tour de France une fois que la Sky ne sera plus là, par exemple. Ouais, une possibilité. Je sais pas trop parce que cette année, ceux qui vont aller sur le Tour de France vont scoltiner Froome et Thomas, mais on sait que pour ce dernier, pour ceux qui ont vu les photos, on en a déjà parlé, le poids de forme semble être bien loin. Mais ceux qui iront sur le Tour d'Italie, ils vont avoir face à eux Egan Bernal. Et moi, je me demande si Egan Bernal, c'est quand même pas le plus fort des trois. Donc, je sais pas à propos de ce calcul-là. Je pense que ce qui joue, si bien sûr le Tour de France reste l'événement majeur, il y a un gouffre d'écart, forcément, on sera tous d'accord là-dessus, entre le Giro et le Tour de France, que ce soit médiatiquement ou sportivement. Mais pour moi, il y a quand même un vrai risque pour Amaury Sport Organisation. Et il y a une vraie nécessité de devoir se réinventer par rapport au parcours et par rapport aux distances. Si on veut juste se remettre en mémoire le Tour de France 2018, on se souvient de quelques étapes qui étaient sincèrement des purges. L'étape de Chartres, pour ne citer qu'elle, et c'est plus de 200 km. Quelle image on donne du vélo? Il n'y a absolument rien qui se passe. Il y avait quasiment, je crois qu'il n'y avait même pas d'échappée. C'était d'ailleurs pas la seule étape où il n'y avait quasiment pas d'échappée, ou des mecs qui se relevaient en cours d'étape. Et forcément, à un moment, il y a un petit souci par rapport à ça. Et on voit que le Giro, lui, par contre, s'efforce de proposer des parcours et des profils différents, avec des petites boches, je sais pas, 10-15 km de l'arrivée. Alors peut-être qu'il va rien se passer, mais dans l'inconscient du téléspectateur, en fait, tu vois la bosse et tu dis que peut-être il va se passer quelque chose. Et j'imagine que c'est la même chose dans la tête des coureurs. Et pour finir là-dessus, avant de... géographique peut-être aussi qui limite aussi ce. Ouais, on avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'on peut faire peut-être preuve. Quand on part de Vendée, on peut aller dans les Pyrénées en premier. C'est pour ça que pour moi l'argument géographique, il tient pas forcément la route. Et pour finir, avant de laisser la parole, pour moi il y a un gros souci au niveau du Tour de France. Le parcours est intéressant pour les suiveurs cette année, je trouve. Il y a beaucoup de montagnes, etc. Mais le vélo, c'est aussi une question d'équilibre. Il y a des rouleurs, il y a des grimpeurs. Et il y a aussi des coureurs complets. Et du coup, un grand tour, pour moi, doit favoriser un coureur complet et ne doit pas seulement convenir aux capacités des meilleurs coureurs français. Et c'est là que KSO a pêché pour moi en proposant un parcours fait pour les grimpeurs, en espérant que Romain Bardet ou Thibaut Pinot puissent s'imposer. Pour toi, c'est l'argument qui rentre en jeu quand ils construisent le parcours, c'est qu'ils parce que depuis quelques années, finalement la qualité des coureurs français qui ont une chance de bien figurer au général. On voit que finalement le contre-la-montre disparaît. Je suis sûr que si Tom Dumoulin était français, on aurait 60 bornes de chrono. Absolument aucun doute là-dessus. Mais tu penses la même chose? Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Charles, sur ce point-là. Même si je suis d'accord avec ton constat sur le fait que le Tour n'est pas assez équilibré. C'est souvent une critique que la presse étrangère fait aux organisateurs du Tour de France.
de vouloir favoriser les Français. On pense l'organisateur du Tour d'Italie dans les années 90 qui a favorisé les Italiens et à terme, il n'y avait plus que des Italiens sur la course et ça a un peu abaissé Et son des hélicoptères prestige. pour ceux qui gênaient. Oui. C'était les années Je 80. Oui, années 80, pardon. Mais je pense que vraiment le but d'ASO, c'est plus, et leur volonté de limiter le nombre de chronos, c'est plus de ménager le suspense le plus longtemps possible, quitte à ce que ce soit artificiel. Et là, je te rejoins là-dessus, Théo, parce qu'ils font une erreur pour moi d'associer suspense et spectacle. Et l'un équivaut pas forcément à l'autre. Enfin, si par exemple, toi et moi, on fait 3 semaines de course, peut-être qu'on va finir dans le même temps à la fin, mais c'est pas pour ça que les gens seront amusés à nous regarder. Enfin, j'exagère volontairement, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, Ouais. faut qu'il C'est se vrai, passe mais, quelque chose. Enfin, c'est pas juste du suspense, c'est des gens qui sont dans un Oui, mouchoir de repousser poche en général. le dénouement, c'est vrai, voilà, si on s'ennuie pendant, ça veut absolument rien dire. Mais c'est vrai que c'était souvent la tendance d'attendre la dernière étape, faire une dernière étape le samedi. Ils cherchent, à mon avis, le lieu en altitude où on pourra ensuite facilement faire le transfert vers Paris. À mon avis, ils partent quasiment de là. Et c'est vrai que ça pose aussi problème pour l'équilibre général. Parce qu'on a souvent une première semaine compliquée quoi, sur le tour. Mais pour revenir sur justement pour cette histoire de spectacle, une des raisons, en fait, on fait beaucoup de critiques sur le parcours, mais je vous rappelle qu'un des autres débats qu'on adore avoir sur VCN, c'est le nombre de coureurs par équipe. On ne sait pas vraiment ce qui empêche le débat. Est-ce que c'est le parcours, est-ce que c'est les équipes? Et le fait est que le tour, c'est la course où il y a le plus de leaders, donc il y a le plus de pression et où les équipes sont les plus structurées. Du coup, mécaniquement, c'est une des courses où on s'ennuie le plus. Mais si tous les leaders vont sur le Giro, il va se passer exactement il risque de se passer exactement la même chose sur le Giro, et c'est un problème qui n'est pas forcément lié au Tour de France en lui-même. On a vu des managers d'équipe, je reviens sur le manager de Tom Dumoulin, on va critiquer ASO pour son manque de spectacle. Enfin, je pense que ça, c'est clairement une erreur d'analyse. Enfin, peut-être qu'il est de mauvaise foi, mais s'il n'est pas de mauvaise foi, c'est une erreur d'analyse. Je pense qu'il y a aussi une dimension politique dans le discours du manager général de la Sunweb. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, c'est juste une supposition, mais je pense qu'il y a aussi un coup de force qui est tenté par certaines équipes par rapport à ASO, parce que ASO veut supprimer les SRM et d'autres trucs, et peut-être que les managers sont en train de tenter d'expliquer à ASO que si jamais le Tour de France fait chier, ils peuvent aussi faire sans le Tour de France. Et du coup, ça peut être très pratique, une année où le parcours convient pas forcément très bien à Tom Dumoulin, de l'envoyer sur le Giro comme un espèce de signal, en mode oui, vous voulez nous emmerder, comme il l'a dit dans l'équipe, hein, les SRM, blablabla, c'est bien, pensez d'abord à vos parcours. Alors, est-ce que c'est peut-être un prétexte, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui joue aussi, je pense. Mais ce risque-là n'est pas vraiment circonstanciel, il peut s'inscrire dans la durée. Donc c'est peut-être ça qui à terme peut provoquer une désaffection durable. Parce que cette année, pour vous, ce qui provoque, on va dire, un attrait supplémentaire du Giro, c'est le fait que le parcours du Tour de France n'offre pas assez de contre-la-montre. C'est surtout ça. C'est pas où est-ce que peut-être la domination outrancière de Sky ces dernières années aussi a fini par faire fuir aussi certains coureurs. C'est possible que ce soit le cas, et vu qu'ils savent, c'est ce que tu disais avant, vu qu'ils savent que ça risque de se terminer l'an prochain, ils préfèrent encore attendre un an et justement éviter le Tour de France pour tenter leur chance. Mais pour ta question sur est-ce que ça risque de devenir tendanciel et chronique, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va empêcher ça tout simplement, c'est le modèle médiatique et économique du cyclisme. Le Tour de France écrase tout, et il faudrait minimum 10 ans d'une start list un peu faiblarde pour que ça commence à changer quelque chose médiatiquement. Et durant ces 10 ans-là, il y a des sponsors qui veulent que leurs meilleurs coureurs soient sur la plus grande course. Donc je vois pas comment cette situation peut perdurer. Bon, on parle pas d'équipe française, mais par exemple la Lotto Jumbo va pas pouvoir ne pas mettre leurs meilleurs coureurs sur le Tour de France pendant des années. Ça me semble impossible. Bon, le Lotto Jumbo c'est particulier parce que leur meilleur coureur est pas néerlandais. Donc peut-être que c'est aussi une des raisons qui explique ça. Ils donnent leur chance à Kruijswijk, c'est un coureur national, pendant que Roglic va sur le Giro. Mais je pense que tendanciellement, c'est impossible que le Giro prenne le pas sur le Tour. Après, est-ce que quand un coureur construit sa saison, est-ce que se dire je fais le Giro pour le gagner et après voir la suite de la saison, finalement, il y a deux possibilités. Soit il enchaîne sur le Tour. Alors, tant pis, on t'entend, mais tant pis si je gagne pas. Je peux faire au minimum top 5. Dumoulin, il peut faire top 5, à mon avis, même en ayant fait le Giro dans les pattes. Ou tant pis, je joue les étapes. Ou deuxième possibilité, je fais la Vuelta. De tout miser sur le Tour.
et prendre le risque qu'après ça foire toute la saison si jamais on se loupe sur le Tour. Qu'est-ce qu'on peut parler de Richie Porte par exemple qui bat 2 saisons blanches pratiquement. Et malheureusement, alors il manque de chance, c'est sûr, ce sont des chutes, mais voilà, ça ressort que Viren Richie Porte, ça fait 2 ans malheureusement, que c'est décevant pour lui. Donc c'est peut-être aussi possible de se dire, on tente, on fait le Giro d'abord, après on verra, je choisirai entre les 2 grands tours qui restent pour terminer ma saison. Peut-être que ça arrange tout le monde, à la fois le coureur et le sponsor aussi, qui a son coureur sur les 2 courses peut-être les plus importantes. Après, pour moi, je trouve qu'il y a quand même une tendance qui se dégage et qui est différente de ce qu'on pouvait voir durant ces 10, 15, 20 dernières années. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de 3 coureurs. Simon Yates, Primoz Roglic et Miguel Ángel López. Normalement, durant les années précédentes, un coureur qui va gagner la Vuelta ou le Giro, le but, la saison suivante, c'est de s'aligner sur le Tour de France, parce qu'on se dit, on a un peu fait le tour, on a remporté un grand tour, donc légitimement, on va ensuite au départ de la grande boucle. Un Miguel Ángel López, c'est pareil, il sort de 2 podiums, donc il pourrait dire, c'est bon, j'ai plus grand-chose à prouver sur les deux autres grands tours, et je vais tenter ma chance sur les routes de juillet. Idem pour Roglic, on a senti que c'était quasiment le plus fort cette année en 3e semaine, et au lieu de se dire, tiens, là c'est bon, je suis sur le Tour de France, le parcours me convient, etc., machin, tout va bien, et je continue sur cette voie-là, et non, finalement, je m'oriente vers le Giro, et je trouve ça assez curieux, parce que c'est la première année, j'ai l'impression, où des mecs qui peuvent prétendre à quelque chose ne s'enfoncent pas vers le Tour de France, en fait. D'autant plus curieux pour le Colombien qui, lui, en fait, est a priori, au vu de ses qualités intrinsèques, est bien plus, on l'attendrait bien plus sur le parcours du Tour de France que sur celui du Giro, avec tous ces kilomètres de contre-la-montre, qui risque de lui coûter très cher au final. A priori, il a un profil, on va dire, assez proche finalement de nos meilleurs grimpeurs français, quelqu'un d'assez explosif sur les montées, mais qui n'est pas vraiment un grand rouleur. On serait attendu de le retrouver sur le Tour de France. Pourtant, non, même lui continue sur le Giro. C'est pareil pour Simon Yates, tu vois, tu te dis qu'au final, il est meilleur grimpeur que rouleur, et c'est vers le Giro qui est censé être plus équilibré. Alors lui encore, il explique qu'il a un compte à régler avec le Giro, vu sa déconvenue lors de l'avant-dernière étape de montagne. On peut encore comprendre effectivement, on va dire, cette volonté. Alors que, Miguel Ángel López, lui, effectivement, il sort de 2 podiums, comme tu dis, et puis, c'est pas un gros rouleur, quoi. C'est assez bizarre. Après, il y a des choix internes aussi dans les équipes qui doivent motiver tout ça. Moi, comme vous, j'ai tendance à croire que tant que de toute façon le Tour de France conserve cette place en juillet, il n'y a aucune raison que les choses changent de manière tendancielle à long terme. On peut reconnaître, et c'est bien pour le Giro, que il a quand même une liste de prétendants qui fait quand même moins honte que de certaines années où il y avait 8 Italiens sur le top 10 qui se disputaient la victoire. Là, on a les coureurs étrangers qui viennent jouer le jeu. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils viennent attirer forcément par des primes, parce que je crois que celle de Froome l'année dernière avait été négociée en partie avec l'Office du tourisme israélien lors du départ du Giro qui est organisé en Israël. Donc c'est assez particulier aussi ça. Je pense que pour cette année, c'est vraiment le parcours et peut-être aussi la fin de la Sky qui est attendue pour 2020, qui va pas mal redistribuer les cartes. La fin de la Sky, je me pose quand même une question. Enfin, je suis désolé, j'ai pas la réponse, donc c'est une vraie question. Est-ce que Dumoulin n'a pas annoncé sa participation au Giro avant l'annonce de la Sky? Il me semble. Il me semble. Pour Roglic, je suis pas sûr, mais je pense que pareil, c'était décidé avant. Du coup, c'est pour ça que je me demande si cet argument de fin de Sky est vraiment pertinent ou pas, parce que est-ce qu'ils savaient, les mecs, quand ils ont pris les décisions? Je me demande, j'ai pas une réponse sincère à cette question-là. Les premiers qui ont fait les annonces, probablement pas. Ensuite, je sais pas si ça s'est rentré en compte. Mais par contre, ça risque de rentrer en compte pour 2020. On risque de retrouver, je pense, beaucoup de gros leaders de nouveau sur le Tour de France. Et s'il n'y a pas la Sky,
à mon avis, on aura aussi moins de gens qui se plaindront sur le kilométrage du contre-la-montre, quel qu'il soit, finalement. Voilà, alors est-ce que pour conclure, vous voulez revenir encore sur une dernière chose, vous projeter sur ces deux grands tours à venir? Est-ce qu'une belle liste de participants fait forcément d'ailleurs un beau grand tour? Pas forcément, hein, on le voit pour le Tour de France. On peut très bien avoir aussi un train Sky du coup qui va se déplacer sur le Giro aussi et qui va provoquer l'impatience des suiveurs. Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous en pensez, Charles. Ouais, alors je veux juste un dernier petit truc avant de finir. Tout le monde sait qu'on est un peu tous fans des paris. Maintenant qu'on a une petite idée et de se planter d'ailleurs sur nos paris pour préciser un peu. Maintenant qu'on a une petite idée des start lists, votre podium pour le Tour et le Giro l'an prochain. Ah, carrément, même pas le vainqueur. On n'avait pas prévu, hein, je précise. Tu veux le podium, toi? Moi, je veux bien tenter. Vas-y, Théo. Pour le Giro, je vois Dumoulin l'emporter devant Bernal et devant Nibali, parce que pourquoi pas. Et on aura un magnifique tour avec la victoire de Christopher Froome pour rejoindre le club des 5, devant un Thibaut Pinot héroïque se battant contre la maladie, et un Kruijswijk montant enfin sur le podium d'un grand tour. Et petit pari additionnel, je parie sur le Giro, sur la 17e place au classement général de Villermo. Voilà. D'accord. 17e. Très bien. Greg. Alors, on va dire, allez, je vois aussi Dumoulin sur le Giro devant Bernal et Roglic. Et sur le Tour, je tente pas, Froome devant Bardet. Moi, je veux plutôt Bardet sur le podium. Et 3e, je vois Dumoulin aussi accrocher le podium sur le Tour en enchaînant, malgré l'enchaînement. Et comme 17e du Giro, je vois qui je vais dire, je vais voir Maïka. Et très bien. Bon, bah alors, mon podium pour le Giro, il va ressembler au vôtre à peu près, hein. C'est-à-dire, je vois Bernal devant Dumoulin et Roglic. Et pour le Tour, pareil, Froome fera tout pour accrocher la passe de 5. Ensuite, ça va être un peu plus compliqué, on va dire, devant Quintana. Personne n'aurait vu revenir. Et Geraint Thomas. C'est osé ça, Geraint Thomas. Ouais, moi, je vais finir. Ah non, t'as 17e place du Giro, Max. Oui, mais 17e. Gonçalves fera donc 3 places de moins que cette année. Après une magnifique 14e place cette année, il terminera 17e l'année prochaine. Bon, moi, c'est à moi qu'il en vient de conclure l'émission du coup avec mon pari. Alors, je vais pas trop varier. Je vais dire Roglic, Bernal et Dumoulin pour le Giro. Et je vais me faire un petit peu plaisir sur le Tour. Je vais dire victoire de Richie Porte devant Nero Quintana, le revenant, et Thibaut Pinot. Celui-là, il vaut cher. Hein. Si vous pariez, il n'y a vraiment pas beaucoup de chances que ça se passe, mais je pense que la cote pourrait être assez élevée. En 17e place du Giro, un Louis Mentiès qui ressort de nulle part, pareil. La grosse cote aussi. Donc suivez-moi, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Très bien. Bon, bah écoute, je pense que c'est pas mal pour conclure. On verra bien ce que ça donnera sur le coup. Voilà, bien, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. On se retrouve de toute façon très prochainement pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à laisser commentaires et pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut.